Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on va accueillir dans quelques instants Pierre Loeb sur ce plateau, fondateur, président de Vision Strasbourg. Et il va vous faire découvrir sur ce plateau Tommy. C'est un drôle de petit personnage que vous voyez là sur les images. Vera Bossiac s'est essayée au Bionic Bar. Regardez comment votre cocktail vous est préparé. Ça sera à suivre. Delphine Vespizer est avec une youtubeuse mode qui est également une influenceuse sur Instagram. Elle sera avec nous. Et en route pour le contournement ouest de Strasbourg, on parlera ce soir de compensation et de reboisement. Ça sera en fin d'émission. Avant cela, c'est le JT. Il est préparé et présenté ce soir par Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce mercredi 3 avril. Pâques est dans moins de 2 semaines et chez les chocolatiers, c'est l'effervescence. Nos journalistes ont pu s'immiscer dans cette course contre la montre. La cathédrale prend un coup de jeune, l'accès à la plateforme se modernise. Objectif, accueillir plus de touristes mais surtout mieux les accueillir. Plus d'informations dans notre journal. Et puis des volleyeurs chinois qui viennent s'entraîner à Mulhouse pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas chose courante et pourtant ils sont arrivés il y a un mois. Mais pour ouvrir ce journal, entre départements et collectivités, le Sénat a tranché. Dans la nuit de mardi à mercredi, la nouvelle entité rassemblant Bas-Rhin et Haut-Rhin s'appellera bien Collectivité européenne d'Alsace. En commission, les parlementaires avaient opté pour un changement de dénomination. Ils proposaient département d'Alsace, mais la nouvelle entité s'appellera bien Collectivité européenne d'Alsace. L'examen du projet de loi se poursuit en ce moment même. Une centaine d'amendements restent à aborder. Plus d'explications demain soir dans notre journal. Et vous, combien dépensez-vous pour votre voiture? L'Automobile Club Association vient de publier les résultats du budget de l'automobiliste. Les dépenses d'entretien ont augmenté de 3,4 à 3,8% suivant les marques de voitures et les primes d'assurance ont elles aussi augmenté. Plus de réponses avec Nora Boiriwa. Tous les postes de dépenses de l'automobiliste ont augmenté en 2018. Pour les propriétaires d'une voiture essence, la facture s'élève en moyenne à 6 833 €, soit une hausse de 12,7% en un an. Ceux qui ont un modèle diesel roulent plus de 16 000 km en moyenne, d'où un budget de 9 476 €, en hausse de 10,35%. Une voiture diesel coûte plus cher à l'achat et à l'entretien et n'est rentable qu'à partir de au moins 12 000 km. En dessous de 12 000 km, la voiture à essence est plus économique. L'association a aussi calculé ce qu'obtient l'automobiliste quand il paye 50 € à la pompe. Par exemple, pour l'essence, il perd 6 litres, à savoir 100 km par plein. L'automobiliste serait aussi le consommateur le plus taxé. À titre indicatif, sur 100 € de budget, comptez entre 23 et 27 € de taxes selon les modèles de voiture. Alors tout ceci fait qu'on aboutit à une fiscalité totalement délirante du carburant qui est taxé à plus de 150%. Alors que c'est un produit de première nécessité, la taxation qui pèse sur le carburant est plus de 6 fois la TVA. Les frais d'entretien ont également bondi en un an, parfois de près de 4%. Idem pour les primes d'assurance qui, elles, ont progressé de 2,5% en moyenne. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Avis aux jeunes maintenant, lycéens et étudiants en réorientation, vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour terminer vos inscriptions sur Parcoursup. Confirmer ses vœux, mettre en ligne son CV ou sa lettre de motivation, tout doit être prêt ce soir. Après cela, l'algorithme de Parcoursup fera son travail jusqu'au 15 mai, date à laquelle les premières réponses pour les candidats tomberont. Et avis aux gourmands maintenant, Pâques arrive dans moins de 2 semaines et pour les chocolatiers, c'est la dernière ligne droite. Que leur production prenne la forme de lapins, d'œufs ou encore de poules en chocolat noir au lait ou encore en chocolat blanc, c'est le moment à ne pas louper. La plupart réalisent là leur plus grosse vente de l'année. Rencontre avec l'un de ses artisans à Soultz-les-Bains, Aline Piron. Dans la famille Klugesertz à Soultz-les-Bains, il y a Jean-Luc le père, Véronique la mère, Élodie et Julien leurs 2 enfants.
Tous travaillent à la pâtisserie. Et 2 semaines avant Pâques, ils ont encore du pain sur la planche, ou plutôt du chocolat dans les marmites. Jean-Luc nous emmène dans le terrier de sa famille Lapin. Là, nous sommes en chocolaterie, où le départ de toute la production se passe avec les machines à chocolat qui sont en train de tourner. Julien, son fils et Lisa, une salariée, préparent les poules qui viendront compléter la famille. Poser les yeux sur des petites cocottes, ça n'a l'air de rien, mais il faut agir avec dextérité et bien sûr ne pas trop y goûter. Il aura fallu 6 mois de gestation pour que les chocolats pointent le bout de leur nez et une température avoisinant les 30 degrés. Le chocolatier parle avec passion de ces sujets qu'il a imaginés. Les personnages s'échappent d'un bout de papier griffonné avant de prendre forme. C'est une création de toute l'équipe. D'abord on choisit un thème et après chacun fait un essai. Et suite à ça, on garde un thème et puis on part sur différents sujets. Comme cette année, on a pris la famille Lapin à la ferme. On a créé le petit jardin de la famille, après le père qui est en train de cultiver les carottes avec les animaux de la ferme, plus la mère qui se retrouve dans une brouette. C'est comme une petite BD, quoi. Il faut que ce soit marrant, agréable, joyeux, ludique. Du chapeau du magicien Klugesertz sortiront lapins, poules et moutons, de quoi ravir les papilles des petits et des grands. Les anciennes techniques de moulage n'ont qu'à bien se tenir. Si les sujets surprennent de plus en plus ces dernières années, c'est surtout grâce aux avancées technologiques. Il y a beaucoup plus de changements, beaucoup plus rapidement. Et vous avez tout ce qui est tradition, qui reste bien sûr, mais qui sont revisitées. Et après, des nouveautés, les gens sont en attente de nouveautés. Près de 80% des chocolats de Pâques sont achetés en grande surface, mais les clients de Jean-Luc et Véronique se régalent et viennent chercher des chocolats grands crus et des formes uniques. Et si la maman lapin n'est pas encore sortie de son terrier, demain, c'est sur une brouette qu'elle rejoindra son mari le cultivateur de carottes, son fils le berger, Coco la poule et Marguerite la vache. Prenons un peu de hauteur maintenant. Sur la plateforme de la cathédrale, vous avez peut-être déjà aperçu une curieuse petite maison. C'est la maison des gardiens, fermée depuis novembre. Elle fait aujourd'hui peau neuve. Restaurer ce lieu emblématique sans dénaturer son histoire, c'est le défi lancé aux restaurateurs de la cathédrale de Strasbourg. Ces travaux visent à attirer plus de visiteurs, mais aussi grâce à des supports multimédia, mieux les attirer. Et c'est aussi avec la réalité augmentée, un reportage de Fanny Kunz et Anna Britz. Elle est l'emblème de la plateforme de la cathédrale de Strasbourg et pour s'y rendre, il faut s'armer de courage. La maison des gardiens est installée à l'endroit même de la seconde flèche qui n'a jamais vu le jour. Au Moyen-Âge, cernée de fenêtres, la maison permettait d'avoir une vue sur la ville de Strasbourg et de surveiller les départs de feu. Au lieu historique, elle s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse. Objectif, valoriser le patrimoine touristique de la plateforme de la cathédrale. Alors la maison des gardiens a eu cette fonction de prévention des incendies pendant très longtemps. Et après, on a eu d'autres moyens de lutter contre les incendies et resté un endroit touristique qui permettait d'accueillir les touristes et de les faire monter sur la plateforme. Cette maison a été aménagée à la fin du 19e siècle et cet aménagement était un petit peu désuet, on va dire, un petit peu fatigué. Et l'idée est de renouveler l'offre qui est proposée au public, mais aussi de moderniser la façon dont est aménagée cette maison. On va utiliser le verre, on va utiliser les écrans, on va utiliser un certain nombre de matières qui sont des matières clairement contemporaines, mais qui seront en dialogue avec la structure ancienne de la maison, renouvelée selon les techniques traditionnelles. Ainsi, la maison des gardiens proposera un parcours simplifié avec de nouvelles portes, de nouvelles cloisons. La roue à écureuil sera restaurée et sécurisée. Des lunettes d'orientation permettront d'identifier les sites importants de Strasbourg. Enfin, des animations et vidéos mettront en valeur les activités des gardiens. La réelle difficulté de ce projet est liée, au-delà du délai dans lequel on est engagé, est liée au fait qu'on est dans des espaces extrêmement petits et que beaucoup de corps d'État doivent y travailler simultanément et que chaque travail d'un corps d'État va conditionner le travail de l'autre et de tenir un délai dans ce contexte est relativement difficile.
Avec ses 230 000 visiteurs annuels, la cathédrale de Strasbourg est un des hauts lieux touristiques de la ville. La Fondation de l'œuvre Notre-Dame, qui la gère, et la municipalité ont donc jugé nécessaire de proposer une nouvelle offre touristique. L'ensemble de ces travaux nécessite un budget d'1 demi-million d'euros. L'idée, c'est d'enrichir cette visite de la plateforme de la cathédrale. D'abord, elle se mérite 332 marches. C'est une ascension. Et donc, il y aura aussi de meilleures conditions de sécurité. Mais une fois arrivé en haut, eh bien, il y aura un ensemble d'explications, des films, des lunettes pour voir les principaux bâtiments de Strasbourg, une rose des vents pour voir la direction des principales villes européennes. L'idée, c'est vraiment de valoriser ce patrimoine, de le mettre en valeur et puis d'avoir une dimension ludique, éducative autour de la cathédrale. Grand public, public initié, mais aussi scolaire, la Maison des Gardiens devrait accueillir plus de visiteurs après sa réouverture. Financiers, culturels ou touristiques, les enjeux de ces travaux sont multiples. Il y a un enjeu financier. Les tickets payés pour la visite de la cathédrale, de la plateforme de la cathédrale, viennent financer les travaux de la cathédrale, puisqu'ils viennent dans le budget directement de l'œuvre de Notre-Dame, qui a pour responsabilité l'entretien de la cathédrale. Mais c'est aussi un élément d'appropriation de ce patrimoine. Faire visiter la cathédrale dedans comme sur sa plateforme, c'est partager le sens de ce monument qui est bien sûr un lieu de culte, mais qui est un symbole de Strasbourg, de son histoire et de son rayonnement. À mi-parcours, il reste encore de nombreux travaux à réaliser. La nouvelle Maison des Gardiens devrait ouvrir ses portes au public le 1er juillet prochain. La France, place forte du volley masculin, voilà la raison qui a poussé de jeunes volleyeurs chinois à choisir le centre sportif de Mulhouse pour progresser. Ils sont une vingtaine âgés de 14 à 17 ans et s'entraîneront à Mulhouse. Marine Zis les a rencontrés ce matin. On dit parfois que les Chinois sont très carrés. Aujourd'hui, au bord des terrains, ça se vérifie. Les sacs sont bien alignés. Ils le sont. En tout cas, ils ont cette culture-là. Après, on est satisfait aussi parce qu'ils sont capables de dépasser aussi ça et d'avoir des moments humainement plus ouverts. Donc on avait un peu peur de ce côté rigide qui, dans le sport, est un peu compliqué. Il faut cette rigueur, mais il faut aussi l'accompagner de cette forme de folie, de joie, d'énergie. De l'énergie, ils en mettent sur le terrain, car ils sont venus à Mulhouse avec des objectifs bien précis en tête. 技战术达到跟以前更加不一样的水平，然后可以打到更高水平的排球，也希望能把法语学到能日常和别人交流。最好如果能参加的话，就最好有机会的话参加；如果参加不了的话，就找到更好的出路。还需要更加努力吧。也是感谢国家这次能给我这个机会来到这里训练。 也要感谢这排球学院能把我录取来到这里。 Au programme de ces 2 prochaines années, 10 heures de cours de langue et environ 20 heures d'entraînement chaque semaine. De quoi peut-être faire concurrence aux jeunes volleyeurs français. Bien sûr qu'il y a un risque de concurrence, mais de toute façon, ils ont la volonté de monter ce projet dans d'autres pays. Donc ils vont monter leur projet, ils ont les moyens pour le faire. Donc s'ils ne le font pas en France, ils le feront ailleurs. Je pense que c'est plus une richesse pour la France de pouvoir les accueillir, de pouvoir les suivre, de pouvoir évoluer avec eux, plutôt que de se dire qu'on va freiner leur évolution. On ne freinera pas l'évolution de la Chine. Donc profitons de la chance de les avoir là, profitons de la chance d'être reconnus comme une place forte du volley mondial. Les jeunes rentreront à nouveau chez eux le temps de l'été. Avant cela, en plus de leur entraînement quotidien, ils tenteront de s'acclimater à la cuisine française. Pas toujours facile, disent-ils. Et Racing Club de Strasbourg pour finir. Après la victoire samedi à Lille, l'équipe de Thierry Lauré affronte ce soir, mercredi, le Stade de Reims sur la pelouse de la Méno pour le compte du championnat. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Anna Britz. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le dicton semble vrai, en témoigne cette photo prise aujourd'hui au Champ du Feu. Il neige et ce n'est pas un poisson en retard. Et selon Atmorisk et Météo France, les flocons devraient continuer à tomber d'ici demain sur les hauteurs alsaciennes, mais aussi dans le Sungo. Retour du soleil et des températures printanières en fin de semaine, si tout va bien.
Et merci beaucoup Cécile, vous restez avec nous bien sûr, puisqu'on accueille Pierre Loeb, venez nous rejoindre sur ce plateau, président, fondateur de Vision à Strasbourg. On va parler de Tommy, c'est le petit personnage que vous nous avez amené sur ce plateau. Il est tout mimi, vous asseyez à côté, on passe juste Pierre par la météo et je reviens à vous juste après ça. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est un jeudi, comment dirais-je, assez catastrophique, autant au niveau du ciel qu'au niveau des températures. Alors oui, il y aura de la pluie en Alsace, chez nos voisins allemands, toujours un temps très nuageux dans le nord de la Suisse. Et je vous le disais, regardez, dans la matinée, il fera seulement 3 degrés. Ce sera la maximale du côté de Colmar, 2 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 1 degré si vous êtes à Mulhouse, Bâle ou chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. L'après-midi, pas de changement de décor, toujours de la pluie en Alsace et chez nos voisins allemands, toujours un temps très nuageux du côté de Bâle. Et les valeurs, regardez, eh bien ça grimpera pas beaucoup. 6 degrés, ce sera du côté de la région du Bade-Württemberg. 7 degrés si vous êtes à Wissembourg ou Prateln. 8 degrés, ça remonte petit à petit du côté de Mulhouse ou Saverne. Et 9 degrés, la maximale prévue à Eunheim. En ce vendredi, ça y est, il est de retour. Le soleil sera parmi nous avec tout de même quelques petits passages nuageux et les valeurs remonte puisqu'il fera jusqu'à 13 degrés si vous êtes dans le Bas-Rhin notamment. En ce jeudi, nous célébrons les Isidore. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h01 pour nous dire au revoir à 20h03. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable moment avec nous et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Guenot, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et Pierre Loeb est l'invité ce soir d'Alsace 20. On parle de Vision Strasbourg. C'est une assoce que vous avez lancée en novembre 2017. Il y a des gens qui ne connaissent pas, Pierre, cette association. C'est quoi Vision Strasbourg ? Bonsoir Lionel, merci pour votre invitation. Vision Strasbourg, c'est tout simplement une plateforme citoyenne, c'est une boîte à idées électronique. L'idée, c'est tout simplement de permettre à l'habitant de s'exprimer, de permettre à l'habitant de faire vivre sa ville, Strasbourg, sa région, l'Alsace, la France, l'Europe. Et avec un concept tout simple, ne soyez plus spectateur, devenez acteur. Alors on le voit là sur ces images, ça s'est passé hier, c'était au Boma, c'est un des endroits strasbourgeois tendance où il y a du trafic, les gens qui viennent, et vous présentiez Tommy. Alors le petit Tommy, on l'a ici sur ce plateau, hein, c'est un petit robot. C'est qui Tommy ? Il sert à quoi Tommy ? Tommy, c'est le compagnon de tous les Strasbourgeois, de tous les habitants. C'est notre interface, c'est notre mascotte. Si vous voulez, Vision Strasbourg, vous m'aviez déjà invité par le passé, je vous en remercie. À ce moment-là, nous avions lancé un site internet, puis une application mobile. Aujourd'hui, on a la trilogie avec le 3e outil qui est ce petit compagnon, ce petit Tommy, qui permet d'enregistrer, d'être relié au site et à l'application, qui permet d'enregistrer chacune des contributions. Alors comment ça marche ? Je vois qu'il y a un petit bouton, il faut appuyer dessus pour qu'il marche. Vous appuyez tout simplement sur ce petit bouton. Ouais. La LED rouge s'allume. À partir de l'instant où la LED est allumée, vous donnez votre contribution, votre idée, votre problème. Donc il y a un micro quelque part ? Alors il y a un petit micro qui est ici, juste derrière l'oreille. Donc vous pouvez également lui murmurer à l'oreille si jamais. C'est tout à fait envisageable. Mais donc il y a ce micro qui est relié à un ordinateur qui est installé à l'intérieur, un Raspberry Pi. Et puis là, on est sur une version 1, sur une version bêta qui sera amenée à évoluer, peut-être en rajoutant un écran, peut-être en rajoutant une voix, etc. Et ce petit Tommy, vous allez le déployer dans une dizaine d'endroits dans Strasbourg. Alors aujourd'hui, on a 10 modèles, 10 exemplaires numérotés, signés, réalisés à la main par le plasticien strasbourgeois Thierry Reynaud. Notre objectif d'ici à la fin du mois d'avril est d'avoir installé ces 10 premiers Tommy avec des partenaires extrêmement prestigieux comme l'hôtel Boma qui accueille depuis hier ce petit Tommy en permanence, avec une deuxième perspective qui est d'en mettre 100 à Strasbourg d'ici le mois de septembre, d'ici la rentrée. Donc 100 Tommy, pour que globalement, l'idée est toute simple, ce n'est pas à l'habitant de faire la démarche, mais Tommy vient à vous. Tommy vient à votre rencontre. Donc en fait, je me balade dans Strasbourg, je vais tomber sur ce petit Tommy, et là, je vais avoir une idée lumineuse. Je vais me dire, tiens, j'aimerais bien que les terrasses ferment plus tard le soir. Par exemple. Voilà, j'aimerais bien que cette rue soit un jour piétonne. Je ne sais pas à qui m'adresser, je n'ai pas le téléphone du maire. Je vois Tommy, je vais lui parler, ça va arriver à Vision Strasbourg. Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est justement là que c'est relié aux deux autres outils, le site et l'application mobile. Donc là, concrètement, ce soir, vous dites « je souhaiterais des terrasses
terrasse plus tard. On a une modération, un système labellisé qui est en train d'être mis en place. Le lendemain, vous le retrouvez sur application et les gens vont pouvoir liker, disliker. Est-ce que les Strasbourgeois, est-ce que les habitants souhaitent justement des terrasses plus tard ou pas? Et à partir de ce mois, il y a un premier traitement qui est réalisé. Vous pouvez également voter sur le site www. Donc ça veut dire que je veux que les terrasses ferment plus tard. Plus il y a de likes sur une proposition que j'ai faite, plus vous en ferez quoi? Est-ce que vous irez à la mairie un jour en disant Monsieur le maire, regardez, Vision Strasbourg, on est influent et c'est des bonnes propositions, ou ça va rester dans l'application? Plus vous likez, plus vous dislikez, plus on a une possibilité de se dire, voilà, ça c'est représentatif. Typiquement sur les terrasses, je crois qu'on est à 5000 ou 6000 contributions pour des terrasses plus tard. Et à partir de ce mois, on a toujours indiqué qu'avant l'été 2019, donc avant cet été, nous avons publié un rapport de 50 contributions. Avant les municipales? Avant l'été, avant la trêve estivale, nous avons publié un rapport avec ces 50 contributions les plus sollicitées, les plus recherchées, les plus prisées par les habitants, qui seront remis à l'ensemble des autorités à l'occasion d'une conférence de presse où nous espérons pouvoir vous convier, vous associer. Et à partir de ce mois, en effet, par rapport aux élections municipales, à chaque candidat, à chaque tendance, à chaque institution, à chaque collectivité, de porter, de s'approprier ces ça, c'est une bonne idée, je peux la prendre dans mon programme, ça, c'est une bonne idée, mais je ne suis pas favorable, etc. Donc, chacun va pouvoir se servir. Et justement, est-ce que pour pouvoir utiliser Tommy, il faut être forcément strasbourgeois, ou est-ce que si je suis touriste de passage, je peux aussi contribuer et voilà, poser mes questions, mes problématiques à Tommy? Alors, vu le nombre de touristes que nous accueillons à Strasbourg et cette attractivité naturelle, puisque Strasbourg, capitale européenne, c'est justement destiné à tous. Il y a à la fois le Strasbourgeois, l'habitant, il y a également le touriste, d'où l'emplacement dans un célèbre hôtel strasbourgeois, mais nous avons également la perspective d'aller sur de l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, en nous adressant aux lycées, aux universitaires, pourquoi pas aux collégiens, pour justement leur permettre, pour faire face aux défis sociétaux actuels que l'on constate sans cesse, et se dire Tommy peut aussi éduquer à la citoyenneté et à vraiment cet objectif d'intérêt général et d'être une passerelle, un outil pour les institutions, pour les élus, et parallèlement la possibilité de chacun d'agir pour son territoire, pour sa ville, pour sa région. Il nous reste une petite minute, on a bien compris que le slogan est participatif, vous dit d'ailleurs participez, innovez, devenez acteur de votre territoire. Concrètement, en fait, le citoyen n'est pas assez râle beaucoup, dit ça serait bien que ce soit comme ça, mais finalement il va moins au charbon. Vous dites avec Tommy, et voilà, on a toutes les idées qui passent et on arrive à collecter tout cela. Exactement, vous avez la capacité avec Tommy de devenir l'acteur, d'agir, et c'est pas Yaka Faucon, c'est Yaka on peut. Ah, c'est une bonne chose. Il y a un Facebook, allez-y sur le Facebook de ce petit Tommy, surtout de Vision Strasbourg, et il y a un www.visionstrasbourg.org. Vous cherchez des partenaires, c'est ma dernière question. Vous avez besoin de sous pour que Vision Strasbourg continue? Oui, absolument. 18 mois de bénévolat, un premier salarié. Aujourd'hui, justement, on a des partenaires, on installe nos premiers robots, donc on a besoin de professionnaliser la structure. Donc, évidemment, on cherche des partenaires, on cherche des mécènes, mais également des partenaires qui nous permettent de grandir aux côtés de cette structure. Et avec ce petit Tommy, et l'idée est un projet évolutif, ouvert à tous. Bienvenue à vous et merci encore. Et quel chemin parcouru depuis le 17 novembre 2017. Merci Pierre. Merci beaucoup. On va repartir dans l'actualité. Tiens, peut-être comme vous êtes un jeune et que vous sortez beaucoup, est-ce que vous connaissez le nouveau bar où 2 robots vous servent vos cocktails? J'en ai beaucoup entendu parler. Je demandais à vos équipes tout à l'heure, en voyant le sommaire, s'ils sont allés eux-mêmes. Je suis très curieux. En tout cas, Vera, elle, y est allée. Moi, je vous libère tous les deux. On part avec Vera découvrir ce bar. Et juste après, je vous retrouve pour le contournement ouest de Strasbourg. Salut à tous, alors aujourd'hui on se trouve devant le Bionic Bar, c'est le premier bar robotisé d'Alsace. Eh bien nous allons découvrir tout ça, comment ça marche tout de suite à l'intérieur. Je vous invite à boire un petit coup, c'est parti! Je suis avec Jean-Luc et Lucas qui sont à l'origine de ce projet complètement incroyable, ce Bionic Bar. Alors Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée absolument dingue? J'ai vu sur une émission télé, sur le plus grand paquebot du monde, un prototype de bar bionique et j'ai tout de suite accroché, ça fait plus d'1 an et demi. J'ai fait des recherches jusqu'à trouver la société qui l'a conçu et ils avaient vraiment envie de réaliser ce projet et cette aventure avec Lucas. Nous avons démarré cette aventure il y a 1 an. Et avec de nombreuses étapes et difficultés, aujourd'hui enfin concrétisées.
La salamandre a été complètement relookée pour l'occasion. Il a fallu faire des gros aménagements par rapport à la taille du bar bionique, par rapport à la demande et tout ça. Et on a profité pour restructurer toute la discothèque et pour rénover complètement l'établissement, pour rebooster tout l'établissement en même temps, à la même occasion. Est-ce que du coup ce robot va remplacer des emplois? Est-ce que du coup vous allez avoir moins de serveurs? Moi, je trouve que c'est plutôt une œuvre d'art, et un manège, une attraction, mais pas du tout remplacer, ça ne remplacera personne, puisque aujourd'hui, ça nous permet de faire autre chose qu'on ne faisait pas. On ne faisait pas de cocktails, et aujourd'hui, le bar bionique est capable de produire 3000 cocktails différents, ce qu'aucun barman n'est capable de faire. C'est juste une attraction, et ça restera une attraction, ça ne remplacera personne. Bien au contraire même, parce que grâce au Bionic Bar, aujourd'hui, on embauche des gens. On a créé 2 emplois rien que pour l'entretien de ce bar-là, pour la sécurité, pour assurer le service avec des hôtes, etc. Donc c'est un projet qui certes se base sur un robot, mais qui a une donnée humaine qui est juste incroyable, parce qu'on travaille avec énormément de gens avec qui on n'aurait jamais travaillé sans ça, finalement. Merci beaucoup en tout cas et bravo pour votre projet. Ce soir, nous nous retrouvons avec les influenceurs pour découvrir en avant-première le Bionic Bar. Et avec nous ce soir... The Dressing Box, plutôt connu sous le nom de Flo sur Instagram et sur Internet. Alors Flo, toi qui es vraiment toujours à l'affût des nouvelles tendances, qu'est-ce que tu penses du Bionic Bar? Alors je trouve ça super cool, hein. Vraiment le fait du robot comme ça, je trouve ça super sympa. Et surtout à la salamandre, c'est un peu plus moderne, c'est sympa et ça fait vraiment technologique pour le coup, donc c'est vraiment cool. Hein. Salut les filles, le Bionic Bar, vous en pensez quoi? Est-ce que ça va vous faire venir plus souvent? Je pense que oui, ça peut être pas mal après une soirée pour tester. Créer ses propres cocktails, c'est bien aussi parce que les barman n'ont pas forcément le temps, donc voilà. Moi je trouve ça vraiment cool que ce soit connecté en fait. L'organisateur nous dit qu'on pouvait faire nos cocktails via des applications, via une application. Et franchement c'est super cool de pouvoir le nommer et après revenir, le faire partager à ses potes, genre ah j'ai créé mon cocktail et tout, donc c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est hyper cool d'avoir quelque chose d'assez inédit, surtout à Strasbourg. Surtout qu'à côté, on a plein de choses comme le Hakel, avec toutes les boîtes assez foufolles. Là, on a un truc assez fou à Strasbourg et c'est cool. Alors, vous avez choisi la manière classique pour commander votre cocktail. Pourquoi ? En fait, ça fait une demi-heure que j'ai commandé chez Monsieur Robot à côté et voilà, j'étais pas contre essayer le contact robotique, mais c'est tellement long que je suis allé au bar à l'ancienne avec une bonne bière bien de chez nous, pas de cocktail, mais bon, ça fonctionne mieux avec les humains. Après, c'est le début, faut leur concéder ça, le temps que peut-être que les réglages se mettent en place. Ça y est, Léa Marie, ton cocktail est enfin prêt. Alors, qu'est-ce que tu as commandé du coup ? J'ai pris un Malibu ananas pour tester. On pouvait aussi faire notre cocktail nous-mêmes, mais du coup, je me suis dit, je joue la sécurité et j'ai testé le cocktail déjà prédéfini. Allez, alors on te laisse déguster en direct. Alors attention, l'alcool, c'est à modération, hein, avec modération, on boit doucement. Enfin non, pas doucement, mais en quantité raisonnable. Alors écoute, je le trouve vraiment pas mal, j'aurais pas fait mieux en tout cas, je suis vraiment pas la reine des cocktails et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, exotique, donc c'est parfait. Alors, verdict sur ce test du Bionic Bar, eh bien les avis sont mitigés puisqu'il y a eu quelques petits bugs ce soir, mais on peut les pardonner puisque les machines ont été installées seulement à 17h et il paraît qu'en plus c'était des erreurs humaines de programmation à la base, donc on va leur laisser une deuxième chance. Et moi je vous invite à venir découvrir tout cela à la Salamandre qui devient le Bionic Bar. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Dans un instant, ça sera en route pour le COS, contournement ouest de Strasbourg. On parlera de reboisement et de compensation. Avant cela, on retrouve Delphine Despizer. Salut Pinhunter et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui, on va être ensemble un peu sous le soleil parce que nous sommes en compagnie d'un charmant rayon de soleil. Soleil, dis-nous, quelle est ta passion et ton job ?
Alors ma passion c'est la mode et mon job, je suis une youtubeuse de mode. Alors youtubeuse de mode, influenceuse, ça veut dire que tu as une communauté, voilà, ça des veut dire- jeunes gens qui te suivent. C'est ça, par exemple si je prends cette tenue et je la présente, et ben les gens ils aiment bien, donc ils achètent aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer des autres influenceuses? Je pense que c'est mon prénom qui a fait que j'ai un peu battu le record à Strasbourg. Voilà, avec mon prénom Soleil et ma personnalité. Et je suis moi-même en fait. Donc il ne faut pas jouer de rôle, il faut être soi-même. C'est ça. Et vu qu'on me dit que j'ai un visage atypique un peu à la Julia Roberts Dalida, donc je pense que ça joue aussi un peu que voilà. Est-ce qu'il y a une relation qui se crée avec les gens qui te suivent? Alors oui, il y a une relation bien sûr. Alors déjà, on m'envoie tous les matins des photos. D'accord. Tous les matins, je reçois des photos, des filles, voilà, est-ce que tu aimes bien ma tenue, comment tu trouves, si j'ai joli, machin. Donc il y a toujours ce côté-là, moi je réponds. En fait, il faut répondre. Et moi je trouve que même si on est influenceuse ou pas, il faut répondre. Donc tu es un peu J'aime bien. une grande sœur, une conseillère de mode. Oui, un peu une conseillère de mode. Et tout ça de manière très détendue. C'est vrai qu'au début de toutes tes vidéos, tu dis, donc tu as un peu une phrase d'introduction. Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez une belle journée aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et ça c'est important de garder toujours les mêmes phrases, d'avoir comme ça un cadre, une marque de fabrique. Ouais voilà, je pense que c'est important parce que vu que moi je suis le soleil et eux c'est le rayon de soleil, donc je pense que c'est important. Soleil, est-ce que tu peux nous donner les tendances pour les prochaines semaines, les prochaines saisons à venir? Et maintenant, la tendance, c'est les pantalons carottes, pantalons cigarettes, pantalons palazzo, chigno, enfin tout ça. Si on a envie de donner par exemple des conseils aux gens qui nous regardent, quels sont les fashion faux pas? Parce qu'il doit y avoir une liste de ça par exemple. C'est ça, les fashion faux pas, moi que je peux pas adhérer, c'est les collants couleur chair, c'est pas possible. C'est vrai ça c'est vrai. C'est pas possible, je trouve ça mémérisant. La couleur, la matière, ça fait brillant. Autrement, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Sinon, après, ça dépend des morphologies. Toi, par exemple, ta morphologie, c'est A. Ouais. C'est A? C'est A. C'est-à-dire, tu as beaucoup de... Enfin, les hanches. Voilà, hanches, taille marquée et puis pas beaucoup d'épaules. Donc toi, c'est A, moi, c'est H. En fait, tout est dans le même alignement. Voilà, toi, c'est A. Donc toi, ce que je te conseille, c'est plutôt, donc, en fait, une veste avec des coussinets. Et c'est ça. Pour avoir plus d'épaules. Exactement. Et ici, il ne faut pas avoir quelque chose de trop moulant. Sinon, on voit trop ici. Après, voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais l'idéal, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu voudrais bien, justement, me créer une tenue? Bien sûr. Allez. Allez, c'est parti. Comment est-ce que tu me trouves comme Elle ça? est magnifique. C'est comme ça que tu imaginais la chose? C'est ça, voilà. Surtout que tu as des belles jambes élancées. Du coup, ça, c'est un pantalon carotte. Donc là, c'est super parce que du coup, ça fait 3/4. Et ça englobe les hanches. Quand ça. on a des hanches, il faut taille haute. Voilà, il faut taille haute pour remonter tout ça. Bon, après, ça se dessine, mais c'est joli les hanches comme ça. Ce qui est bien et la règle à retenir, c'est à peu près 2 couleurs principales, pas trop plus. Voilà, c'est 2 couleurs principales et il faut faire attention avec la morphologie, c'est-à-dire que là, c'est coussiné. Donc là, c'est bien pour les morphologies A et c'est joli. Est-ce que la tenue est complète et terminée là? Alors non, il manque quelque chose. Le sac. Les accessoires. Ouais, le sac, c'est super important. Et moi, j'avais pensé à ce sac. Pourquoi? Pour donner le rappel aux escarpins. Exactement. Voilà, parce qu'il y a une touche, un peu rouge. Rouge-violet, voilà. Et si vous aussi, vous avez envie d'avoir tous les bons conseils mode de la part de Soleil, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et on se dit et à bientôt. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah, je me suis perdue sur la langue. Est-ce que tu peux me dire, Soleil, les tendances pour les prochaines semaines? Ça fait un peu météo là, non? Alors, les tendances pour les prochaines semaines, suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une souris là en dessous, là, ou quoi?
Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsazin vous propose des experts de ce chantier qui est complètement hors norme. La question environnementale est au cœur du débat sur ce chantier. On va donc aujourd'hui se pencher sur la manière dont les problématiques environnementales sont traitées. Avec nous, Philippe Ravache, comment allez-vous? Très bien, merci. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur adjoint du projet Socos. Cécile Crène, responsable adjointe du pôle environnement de Socos. On va vous voir beaucoup aujourd'hui. Voilà, soyez la bienvenue. On va bien sûr, vous l'avez compris, évoquer les mesures de protection de l'environnement. Et je vais ouvrir avec vous, Philippe Ravache. Le COS a évidemment un impact sur l'environnement, on en parle très souvent. Quelles mesures prend-on pour protéger et l'environnement et la nature? Eh bien, nous prenons des mesures qu'on appelle des mesures de réduction et de compensation. Donc réduction pendant la phase chantier, on s'intéresse bien entendu à la faune et à la flore, donc avec des mesures de protection à travers des clôtures, à travers la signalisation, à travers des déplacements d'individus. Et on s'intéresse aussi à toutes les problématiques de l'eau, en mettant en place des ouvrages d'assainissement provisoires en phase chantier, qui seront bien sûr ensuite complétés par des ouvrages définitifs. Et on s'intéresse également à la surveillance de la qualité de l'eau et à la protection des zones humides. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en images. Regardez ces images, Cécile Crène, vous êtes vous sur tous les fronts. On vous a vu même faire un peu avec vos collègues de la pêche électrique dans la Soufeule. Expliquez-nous. Oui, alors la Soufeule, c'est un des 11 cours d'eau qui sont traversés par l'autoroute. Et nous avions besoin de buser ce cours d'eau afin de réaliser une piste provisoire de chantier. De buser, vous avez dit? De buser, donc on pose des buses, okay. C'est notre jargon. Donc on pose des buses pour la continuité à la fois hydraulique et piscicole. Et donc par-dessus, on crée une piste de chantier. Et avant de poser les buses, on a réalisé 2 opérations. Donc on est venu pêcher, là, comme on le voit sur les images, avec la Fédération de pêche du Bas-Rhin, qui est venu pêcher les poissons. Et on les déplace en aval du cours d'eau, du chantier. Et nous avons aussi réalisé une sauvegarde des larves d'agrion de mercure, qui est une libellule protégée. Et donc notre écologue a criblé, on va dire, la vase, et puis où il y avait des larves, et puis on a remis la vase en aval également, en dehors des emprises du chantier. Voilà, c'est un travail titanesque, ces travaux impactent évidemment les espaces naturels. Justement, des mesures sont prises pour réduire cet impact, notamment au fossé de l'Art, qu'on va découvrir, c'est à côté de Kolbsheim. Reportage, Mathieu Chanvillard. Le tracé de l'autoroute passera ici même, au-dessus du fossé de la Hart. Mais qui dit cours d'eau, même modeste, dit espace sensible. Ici, tout est fragile, la faune, la flore et le ruisseau lui-même. Hors de question de l'interrompre, il faut donc le dévier le temps des travaux. On ne peut pas interrompre sur le plan hydraulique, on ne peut pas interrompre sur le plan piscicole, on ne peut pas interrompre sur le plan sédimentaire. Donc, et puis effectivement, et dès l'instant où on impacte le lit du cours d'eau, on fait une pêche de sauvegarde. Cette pêche consiste à prélever les petits poissons et les larves d'insectes qui se trouvent sur la section et à les relâcher en aval. Et pour que le reste de la petite faune ne pénètre pas sur le chantier, la zone doit être entièrement clôturée. On va empêcher donc les bêtes qui sont à l'intérieur donc de l'ancien lit donc de sortir et d'aller effectivement au contact des engins. Donc c'est pour éviter les phénomènes de collision et d'écrasement accidentel de ces bêtes-là. Un peu plus loin, des prairies et des zones humides abritent un papillon, le cuivré des marais, et le crapaud vert, 2 espèces protégées. À chaque fois, les prescriptions environnementales définissent les mesures à prendre pour protéger ces espèces. Quand on est en zone hamster, par exemple, sur le niveau des emprises, on va enfouir la clôture jusqu'à 50 cm pour essayer d'éviter que l'hamster ne rentre dans l'emprise des travaux en creusant et en passant par-dessous les clôtures. Ces mesures drastiques sont plus exigeantes que jamais sur ce chantier sensible. Sur ces sections, ce sont donc les mesures de protection et le calendrier de la faune qui imposent leur rythme aux travaux. Alors à première vue, c'est compliqué, mais c'est un simple fossé, quoi. Pourquoi est-ce que ce fossé, Cécile Crène, demande autant d'attention? Alors, il s'appelle fossé de la Hart, mais en fait, il s'agit bien d'un cours d'eau. Et donc, comme tous les cours d'eau, nous devons mettre en place des mesures de réduction et aussi de compensation. Donc c'est important, oui, c'est important. De bien s'en occuper. Il est aussi important qu'un autre cours d'eau. En quelques mots, les difficultés quand on doit détourner un cours d'eau, c'est quoi? Alors en fait, on a plusieurs mesures à mettre en place. On a déjà un planning des travaux d'intervention en cours d'eau à respecter qui est dans notre arrêté préfectoral. On doit aussi mutualiser cela avec le planning, le phasage des travaux, l'avancement du chantier. Et on doit, comme il est dit dans le reportage, assurer en permanence une continuité hydraulique et piscicole.
C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Alors, on met différentes mesures en place. Donc, quand on fait une dérivation de cours d'eau, ça veut dire qu'on translate le cours d'eau de quelques mètres par rapport à son lit initial. Ça veut dire on creuse un autre lit. On creuse un nouveau lit. Ouais. Et quand on bascule de l'ancien lit vers le nouveau lit, on doit réaliser, donc, comme on l'a vu pour la Soufelle, une pêche de sauvegarde à la fois pour les poissons, pour les larves, par exemple aussi d'agrillons de mercure, quand il y en a. On s'assure qu'il n'y ait plus d'amphibiens non plus aux abords du cours d'eau. Philippe, un petit mot avec vous. Ces travaux doivent être réalisés en amont. Creuser un lit, etc. Est-ce que ça rallonge finalement la durée des travaux? Est-ce que le COS, il n'est pas reculé autant de mois par ces petits travaux? Alors, ce type de mesures qu'on vient de voir, effectivement, c'est des mesures classiques qu'on met en place. Enfin, elles sont importantes, mais elles sont traditionnelles. Donc, elles sont intégrées dans notre planning dès le démarrage du chantier. Et donc, ce n'est pas des éléments qui, aujourd'hui, ne sont pas pris en compte. C'est inclus dans le planning tel qu'on prévoit les travaux aujourd'hui en environnement. Est-ce que ça représente un surcoût? Alors bien sûr, toutes les mesures environnementales ont un coût. Là aussi, je dirais, c'est intégré dans le coût global du chantier. Ce que je peux dire, c'est que les mesures environnementales au sens large représentent entre 20 et 25% du coût global du chantier. Ah ouais, donc c'est considérable. Sur un chantier qui est à 500 millions? Qui est à 500 millions, on est plutôt 125 millions déjà pour ces choses-là. Tout confondu, ouvrage, mesures de protection particulières, mesures compensatoires. Ah oui, quand même. On va parler de reboisement, ça vient de se finir, vous allez le voir dans quelques instants, sur la commune de Goungvillers, sur 4,5 hectares. L'idée du reboisement, Philippe, c'est quoi? L'idée du reboisement, tel qu'on va le voir sur ce reportage, c'est effectivement de remplacer finalement les arbres qu'on coupe au sens sylvicole du terme, c'est-à-dire qu'on supprime de la forêt qui avait une vocation sylvicole et on recrée un espace de forêt identique pour la même vocation. Et donc c'est différent des mesures environnementales spécifiques aux espèces qui vivent dans ces forêts. Alors pour être clair, 20 hectares de forêt ont été rasés pour construire le COS. Cette surface boisée perdue, le constructeur que vous représentez doit en mettre 40, le double. Exactement, le ratio qui a été fixé dans les engagements de l'État, c'est un coefficient 2. Un arbre enlevé, on en met 2. On en met 2. Surface déboisée, on la multiplie par 2 en reboisement. Voilà, c'est 40 hectares de forêt qui vont être plantés dans la région. Et ça a commencé à Goungvillers, en Alsace, Bossu, Mathieu Chanvillard. Des travaux de reboisement, ça ressemble à ça. Des milliers de jeunes arbres plantés un à un à flanc de colline, sous le regard vigilant de l'Office national des forêts. On a planté du chêne, donc qui est l'essence objective. Donc le chêne Cécile, voilà, qui a été planté. Donc le bûcheron, l'ouvrier sylviculteur qui plante ce plant, il fait un travail. Donc le sol a été travaillé déjà par une sous-soleuse à la dent Becker. Et après à la pioche forestière, il plante et puis il tasse bien pour que le plant reprenne dans des conditions optimales au niveau de la reprise. Et à côté du chêne, on a planté des essences dites de bourrage, essentiellement du charme. Donc il y a un peu plus de 6000 charmes qui ont été plantés sur ces 4 hectares, accompagnés d'autres essences forestières, style érable sycomore par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de les planter relativement serrés. Donc les chênes sont plantés à 1,20 m sur 1,20 m, de manière à ce qu'ils partent en hauteur et qu'ils croissent de manière correcte et optimale. Ces plantations se répartissent sur un peu plus de 4 hectares, sur des terres que la mairie de Goungvillers avait achetées à un agriculteur, mais qu'elle n'avait pas les moyens de reboiser elle-même. Ça fait des années que j'avais un projet pour boiser ces parcelles. Donc j'avais contacté il y a une dizaine d'années l'ONF pour qu'on avance sur ce projet pour agrandir notre forêt communale. La candidature de la commune a donc été retenue. Et voilà comment les arbres coupés sur le tracé de la future autoroute font des petits 60 km plus loin. C'est de la compensation qui est liée à la sylviculture, aux engagements de l'État. Et donc dans ce cadre-là, on est autorisé à reboiser dans toute l'Alsace hors massif vosgien. Voilà, contrairement aux autres mesures environnementales qui sont liées au code de l'environnement où on doit être à proximité du tracé et on est dans la majorité entre 3 et 5 km au maximum du tracé. Le contrat ne se limite pas à ces plantations, un suivi est d'ores et déjà prévu, quitte à replanter certains arbres s'il y avait trop de pertes. Voilà, et Vinci est tenu à recréer 48 hectares précisément. Est-ce que c'est difficile, Philippe Ravage, de trouver des sites pour reboiser ?
On se fait aider bien sûr de partenaires locaux qui connaissent bien le territoire, donc en l'occurrence l'ONF et Cosilval, avec qui on a des contrats. Et donc oui, c'est pas facile parce qu'il faut trouver des espaces libres, mais c'est leur connaissance du terrain qui nous permet d'y arriver. Et aujourd'hui, on a atteint déjà 28 hectares de sites identifiés. Voilà, c'est ce qui vous permet de flécher ce réseau et ces connaissances. Cécile, pourquoi est-ce que vous avez planté à Gungwiller sur 4,5 hectares? Alors l'ONF prospecte pour nous, hein, comme on l'a vu, et ils nous ont proposé cette surface qui était intéressante puisqu'elle était importante de 4,5 hectares. En plus, elle était dans le périmètre qu'on le recherche, donc c'était parfait pour nous, ça correspondait parfaitement. Voilà, sur les compensations, Philippe Ravache, dans l'absolu, c'est bien pour l'environnement hein, de compenser. On plante finalement plus d'arbres qu'on en coupe, hein, c'est un ratio de 1 sur 2, mais finalement, c'est aussi moins de terres agricoles. Hein. Alors effectivement, il faut trouver les espaces. Moins de terres agricoles, on choisit, enfin en général, les choix sont faits sur des parcelles qui sont soit déjà propriétés de collectivités, comme c'était le cas à Gungwiller, soit sur des resclus forestiers qui sont en fait des espaces qui ne sont pas plantés, mais qui ne sont pas forcément de la terre agricole. On essaye effectivement d'éviter d'aller impacter aussi le monde agricole à travers ces replantations. Voilà, aujourd'hui, début avril, on en est où de la progression, de l'avancée des travaux? C'est ma dernière question. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne, vous qui pilotez tout cela? Alors le chantier avance. On a effectivement une météo qui est favorable ces derniers temps. On est aujourd'hui à peu près à 20%, 15 à 20% des terrassements. Donc presque 1 million de mètres cubes ont été terrassés déjà depuis le début du chantier. On a démarré aussi 16 ouvrages sur une cinquantaine. Donc voilà, le chantier progresse. Et les équipes sont en place. Aujourd'hui, on a environ 350 à 400 personnes qui travaillent en attendant la pointe de l'été qui montera à 500 à 600 personnes sur le chantier. Durant l'été, c'est parce qu'il fait beau, on peut avancer très vite. C'est la période favorable au terrassement, donc c'est là où on aura tous nos moyens qui seront mis en place. Aussi bien moyens matériels bien sûr que les effectifs. Voilà, on aura le temps d'en reparler, de voir aussi que ça génère de l'emploi, c'est ce que vous venez de dire, hein. C'est près de 500 personnes qui vont bosser sur ce contournement ouest. Merci beaucoup Cécile. Merci à vous, merci. Philippe. Bulletin circulation, tiens, ça c'est important pour vous avertir des routes coupées sur tout le tracé. Il faut bien se déplacer ici dans notre région. Sur toutes les zones de travaux, vous avez cette adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà, si vous voulez poser également des questions, voici le mail pour toutes vos questions, cos@alsace20.tv. Voilà pour ce nouvel numéro de En route pour le COS. On va se retrouver fin avril. D'ici là, vous pourrez suivre sur notre site internet l'avancée des travaux. Je vous dis salut.